des enfants drépanocytaires est une chose, mais savoir les prendre en charge, les encadrer, faire le suivi afin de pouvoir les aider à mieux vivre malgré leurs conditions en est une autre. Madame, Messieurs, aujourd'hui, nous avons une femme sur ces plateaux qui a accepté de parler de son expérience, une expérience qui l'a poussée bien évidemment à se lancer dans la sensibilisation. Je reçois pour vous Madame Massi Tchongo. Elle est présidente de la Fondation Frères des Zoé, juriste de formation. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous êtes de la diaspora congolaise, vous venez des États-Unis? Oui, exactement. Ouais. Ça se passe bien au Congo? Vous êtes chez vous? Je suis toujours chez moi au Congo. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes président de la Fondation Frères des Zoé. C'est vrai que c'est une longue histoire. Ça a commencé comment, cette histoire de mettre en place une Fondation Frères des Zoé? Merci pour votre question. Merci de m'accueillir sur votre beau plateau ici à B1. La Fondation des Frères de Zoé est une histoire de famille. C'est une histoire de nos enfants. Nous avons choisi de la raconter parce que généralement, quand il y a la drépanocytose dans les familles, les gens préfèrent garder silence. Mais nous avons choisi de raconter parce que, en la racontant, nous savons que nous pouvons sauver des vies. Et donc, nous avons décidé de... Notre slogan même, c'est briser le silence. Donc, nous avons décidé dans la famille. C'est notre histoire de famille que nous avons mis en avant pour sensibiliser. C'est notre cheval de bataille dans la fondation. C'est ça qui nous a poussé à créer la fondation pour pouvoir sensibiliser les autres, briser le silence autour de cette maladie et en parler de manière ouverte. Parce que les gens n'en parlent pas, c'est tabou. Oui. Donc, c'est tabou, c'est la honte, il faut cacher les enfants. Il faut cacher, bon, ils le vivent comme une malédiction, alors que ça n'a rien à voir. Donc, par rapport à ça, nous avons choisi de briser le silence. Et c'est qui Zoé? Alors, Zoé, c'est notre troisième, qui est né sans maladie. Zoé est né, il était AA. Et c'est cet enfant qui nous a apporté la paix, la joie, la quiétude, une manière différente d'élever l'enfant sans trop aller dans des rendez-vous. Voilà, Zoé, c'est cet enfant qui est né en bonne santé, qui a accompagné ses frères à tous leurs rendez-vous médicaux. C'était un enfant merveilleux qui n'a pas dérangé, il était vraiment là, comme dit son nom, Zoé veut dire la vie de Dieu. Oui. Donc on avait vraiment besoin que la vie de Dieu entre dans notre maison et je crois qu'en ayant cet enfant, Zoé, c'était une autre manière de vivre, de voir ses bébés. Moi je découvrais, tiens, c'est comme ça un enfant qui n'est pas malade. Je pouvais dormir la nuit sans avoir à m'inquiéter de ce que Zoé faisait, alors qu'avec ses frères, j'étais tout le temps debout, en train de voir s'il n'y a pas de fièvre, quand il toussait, surtout si c'est pas compliqué, ça s'est pas compliqué entre-temps. Donc Zoé, c'est notre troisième fils. La vie de Dieu. Alors, vous avez une expérience à partager avec les téléspectateurs qui nous suivent, c'est que vous avez eu 2 enfants drépanocytaires. Oui. Vous avez connu presque les complications qui suivent avec. Exact. Et avec une particularité sur laquelle vous-même vous êtes axé pour sensibiliser les gens, c'est lorsqu'il y a l'AVC. Exact. Comment d'abord vous avez supporté ce moment où il fallait tout le temps suivre les enfants, il fallait être derrière les enfants? Qu'est-ce qui vous a soutenu en fait? Bon, d'abord, je dirais que j'ai 4 garçons. Je suis maman de 4 garçons, dont les 2 grands sont drépano et les 2 derniers, ils n'ont même pas le trait. Donc, ils sont vraiment... ils n'ont même pas le trait, donc ils ne sont même pas AS, ils sont AA. Et donc... ce sont les 2 aînés qui sont touchés. Touchés, voilà. Je vais utiliser des termes simples, AA, AS, SS, comme ça les gens comprennent plus ou moins de quoi il s'agit. Et donc, avoir des enfants drépanocytaires, c'est pas facile. Pas du tout. C'est pas facile, surtout dans le contexte ici au Congo, c'est vraiment difficile. Moi, je les avais tout le temps malades, toutes les 2 semaines. Donc avant que vous n'alliez aux États-Unis, vous avez eu ces enfants ici. Voilà. Mon fils aîné est né aux États-Unis, mon deuxième et mon troisième sont nés ici et mon dernier est né aux États-Unis. Mais quand nous vivions ici, c'était vraiment pénible. J'étais tout le temps à l'hôpital avec David et Samuel.
Et puis, bon, quand il y en a un qui tombait malade, donc tout de suite, il faut se préparer pour l'autre parce que ça s'enchaînait toujours comme ça, comme des jumeaux, alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, c'était une expérience assez difficile et douloureuse. Donc, c'est un peu ça. Mais dès qu'on est parti d'ici, la prise en charge a été différente. Maintenant, on peut se reposer. C'est une autre vie qui a commencé. C'était un peu plus de paix, un peu plus de joie. Mais sinon, ici, ils étaient tout le temps malades. Et c'est pas facile. C'est vrai que le système de santé est quasiment différent, ça, on doit le reconnaître. Là-bas, la médecine a assez évolué, mais il y a quand même des gens, vous avez un public aujourd'hui assez varié et vous êtes venus justement pour ces femmes-là qui ont des enfants drépanocytaires et qui ne savent pas par où commencer. Exact, exact. Les mamans, les enfants, au début, quand j'entendais certaines tribus dire que les enfants sont à la maman, moi, je me disais, mais de quoi ils parlent? Les enfants sont 2 parents. Pourquoi ils disent à la maman? Mais aujourd'hui, je l'ai vécu. Je regarde autour. Je vois que c'est vraiment à la maman de se lever et de se battre. Et spécialement quand vous avez des enfants qui ont un problème de santé, c'est vraiment la maman qui doit se lever, qui doit être sur ses 2 pieds et qui ne doit pas lâcher. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais ici. Évidemment, encourager. Moi, j'avais un système... j'étais très encouragée par ma mère, par ma belle-mère. J'étais vraiment encouragée. Chaque fois, elle me disait, surtout ma belle-mère, elle me disait, ne baisse pas les bras. De toute façon, les enfants de 0 à 5 ans, il y a toujours des problèmes, le temps que l'enfant se stabilise. Et donc, c'est ça. J'étais debout sur mes 2 pieds, j'étais au rendez-vous des médecins, je posais plein de questions. Quand j'ai les rendez-vous avec les médecins, moi, je suis la maman un peu ennuyante, je pose toujours plein de questions. Quand j'ai une information ici et là. Curieuse, Oui. je veux découvrir, je veux comprendre ce que vous faites. C'est pas parce que j'ai pas fait médecine que je ne dois pas demander au médecin ce que vous faites à mes enfants et que, par exemple, si vous employez une méthode, qu'est-ce que ça va donner, à quel résultat il faut s'attendre. Donc, je pose beaucoup de questions. Et quand j'ai vu la différence qu'il y a entre ce que nous avons vécu ici et ce que nous vivons à l'étranger, mes enfants, depuis 2012, ils ne sont plus jamais tombés malades, ils n'ont plus jamais fait de crise. Il n'y a plus de crise? Non, 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 non. Parce que la prise en charge est vraiment différente. Très différente. Voilà. Alors, je me suis dit, non, il faut rentrer, encourager les mamans et aider les enfants. Ils ont vraiment besoin de notre aide. Mais encourager, vous pouvez le faire, mais si les soins de santé ne suivent pas, ça sera très limité. Vous ne voyez pas. Exact. Et je dis toujours qu'on a beau faire tout ce que nous faisons, encourager ou bien au niveau de la fondation, aider, mais à un moment donné, on sera limité parce que ça doit suivre. Donc, à un moment donné, il faut que l'État entre. Exactement. Parce que la drépanocytose, c'est un sujet très, très difficile. C'est vraiment... Moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire que voilà, je vais faire un hôpital. Mais pour donner quoi dedans? Les médecins, les infirmiers, c'est toute une formation, les produits. Donc ça veut dire que c'est tout un ensemble qui, moi personnellement, je ne pourrais pas le faire. Il faut que l'État se lève, prendre en charge le peuple qu'il dirige, parce que les drépanocytaires font partie de la population d'un État. Tout à fait. Mais en amont, il y a cet aspect-là de la sensibilisation, par exemple, des gens qui doivent se faire examiner. Avant aussi, c'était un sujet tabou. Les gens ne voulaient presque pas savoir s'ils étaient AA, AS. Ils s'est mariés presque sans cet examen-là. Mais maintenant, les choses ont évolué aussi. De plus en plus, on veut savoir. Mais il y a quand même des gens qui, malgré les résultats, tiennent jusqu'au bout. Exact, exact. La sensibilisation en termes de drépanocytose, ça reste la clé. Comme on a sensibilisé avec le VIH, comme on sensibilise tous les jours avec la malaria, ça reste la clé à long terme. Voilà. Il faut marteler, il ne faut pas se fatiguer, il faut marteler. Et malheureusement, je trouve que par rapport à la drépanocytose, il n'y a pas suffisamment de sensibilité. Il n'y a pas... Là, c'est pas suffisant. Oui. On ne sensibilise pas suffisamment. Voilà. On ne sensibilise pas suffisamment, alors que c'est vraiment ça la clé. Comme c'est génétique, la seule manière, c'est d'éviter. C'est d'abord sensibiliser. D'abord sensibiliser. Alors maintenant, par exemple, pour ceux qui se marient, les églises doivent aussi se lever.
les églises doivent avoir Oui, un ça, rôle. c'est important. Ouais, ils doivent se lever parce qu'on se marie dans les églises. Donc, quand vous accompagnez les couples dans les consultations prénuptiaux et tout, il faut leur demander. Il faut exiger les Est-ce tests, que par vous, exemple. personnellement, vous découragerez un couple qui veut se marier et qui, par exemple, il y a incompatibilité? Vous donnez quel conseil, imaginons, parce Attendez, que vous avez de l'expérience. exactement. Moi, je suis femme de pasteur. Ok, Mon mari est pasteur. ok. Il est chimiste, professeur, il est pasteur. Donc, il est dans ce domaine scientifique et aussi il est dans ce monde Spirituel. spirituel. Donc, moi, personnellement, quand on me demande mon avis, je dis non. N'allez pas vous marier. Il faut garder les pieds sur terre. Je dis, il faut toujours, surtout dans les églises, des fois, vous avez l'impression que les gens planent. Ils sont dans un monde où Dieu va faire un imaginaire. miracle. Oui, c'est vrai, il faut avoir la foi, mais quand A plus B donne AB, il faut respecter. Ne vous mariez pas. Moi, je décourage. Je suis vraiment de ceux qui découragent les mariages des couples Incompatible. incompatibles. Ok, Ouais. c'est par rapport à votre propre expérience. Par rapport à mon expérience. Oui. Mais vous mettez un accent particulier sur la complication AVC chez les enfants drépanocytaires. C'est quand même une complication, on peut le dire ici, qui n'est pas encore très bien prise en charge. C'est vrai qu'il y a une évolution aussi en RDC par rapport à la prise en charge des enfants drépanocytaires de plus en plus. Mais quand il y a encore des complications, ça devient plus difficile. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Bon, apporter quoi de plus? Oui, dans la sensibilisation. Je suis intéressée particulièrement par les drépano qui ont connu des complications neurologiques. Pourquoi? Parce que mes deux garçons, justement, ont connu des complications neurologiques. Les deux? Les deux. Mon deuxième, pas au même moment. Pas au même moment. Mon deuxième, c'est lui qui a eu un AVC à l'âge de 13 mois. Il a fait un AVC, il commençait à peine à marcher. Et puis après son AVC, pouf, il était par terre. Il fallait tout de suite faire comment on appelle ça, la réhabilitation, les thérapies, kiné. la kiné. Oui. Et puis il a remarché à l'âge de 20 mois. Et pour mon autre fils, c'est quand il avait 4 ans. Quand il a eu 4 ans. C'est venu un peu plus tard. Dans 3 ans et 4 ans, il a fait ses AVC, mais ça c'est chez celui le premier qui a fait l'AVC, il a le côté gauche paralysé, un peu faible, mais Dieu merci, ça ne se voit pas trop parce que il est costaud, il a fait beaucoup de kiné et tout, donc voilà. Alors l'autre, ça a un peu touché son côté cognitif. Ça veut dire qu'il est dans des programmes supplémentaires d'apprentissage. Il avance, il fait ses trucs et tout, mais c'est juste que voilà, il y a un petit retard, il faut tout de suite rattraper les choses. Donc ce sont ces enfants-là qui m'intéressent particulièrement parce que c'est une difficulté. Quand vous avez fait un drépano qui a connu une complication neurologique comme celle-là, ça veut dire que c'est un enfant qui doit être transfusé régulièrement, de manière chronique. Donc, quand je regarde ici, les transfusions déjà, pour nous, c'est déjà compliqué. Ça pose problème. Ça pose problème. Alors, vous imaginez un enfant qui doit recevoir du sang, un enfant qui est déjà vulnérable, qui doit recevoir du sang. Donc, ça devient encore compliqué. Mon fils, mon deuxième, ici, une fois, il avait fait une infection pulmonaire. Il fallait transfuser. Et on lui a transfusé du sang qui, malheureusement, était incompatible? Il n'était pas incompatible, mais c'était un sang qui n'était pas bien traité. Il avait chopé un virus qui aurait pu être mortel pour lui. Donc vous voyez déjà à ce niveau-là, et c'est quand moi je pense à ces enfants qui sont dans le même état que mes enfants drépano avec une histoire d'AVC, ça me fend le cœur. Je me dis, avec une mauvaise prise en charge. Une mauvaise prise en charge, je me demande mais comment ça va se passer pour eux. Mais ça m'inquiète. Il y a aussi, de la même manière qu'il y a des gens qui ont l'information que c'est une complication de la drépano, de la même manière aussi il y a des femmes qui sont dans des coins reculés où on leur impose, on leur dit que c'est la sorcellerie et qu'ils sont voués à un mauvais sort. C'est quand même... c'est contradictoire et c'est difficile encore pour eux davantage, ces femmes-là qui n'ont pas d'informations dans des milieux ruraux, même ici à Kinshasa. Exact. C'est pas seulement dans les milieux ruraux. Même ici, dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, les gens n'ont pas la bonne information, c'est un mauvais sort, c'est de la sorcellerie et tout ça. Non, c'est
c'est génétique en fait. Oui. Les gens ne comprennent pas, c'est dans les gènes. Ça veut dire que si papa et maman sont porteurs du gène du trait S, ils ont une chance sur 4 pendant une grossesse de faire un enfant qui est SS, vous voyez. Donc c'est tout ça là qu'il faut dire aux gens, il faut parler, il faut sensibiliser, il faut leur démontrer que c'est pas un mauvais sort. Je dis toujours que c'est injuste malheureusement parce que aujourd'hui, les gens du VIH, ceux qui ont leur VIH, ils vivent librement. Librement. Oui. Alors que, au départ, le VIH, peu importe la manière dont vous le contractez, à l'époque, c'était une discrimination. Exactement. C'était une maladie de mauvaise vie, comme les gens disaient. Mais bon, il y en a qui se sont fait contaminer peut-être par une piqûre à l'hôpital, transfusion, des choses comme ça. Donc il y a différentes manières de contracter cela, mais aujourd'hui, ils le vivent ouvertement, sans être pointés du doigt. Et pourquoi pas un drépano? La drépanocytose, c'est un truc génétique, c'est une maladie, c'est génétique, quoi. Oui. Vous le recevez de vos parents. Et surtout qui est né ne l'a pas souhaité, exactement. Il est né après. Exactement. Donc c'est tout cela qu'il faut, et c'est de tout ça qu'il faudra parler. Sensibiliser jusqu'au fin fond, dans les villages. Ici à Kinshasa, il faut vraiment sensibiliser, marteler là-dessus, sur tout l'étendue du territoire. Et l'apport de l'environnement dans tout ça, vous avez parlé d'un soutien de votre mère, de votre belle-mère, c'était important. Et qu'est-ce que vous direz aux gens qui sont entourés des mamans qui portent des enfants drépanocytaires et qui parfois n'ont pas un regard assez attentionné envers eux? Exactement, ça c'est difficile. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner, il faut les soutenir parce que vous savez déjà, avoir un enfant malade, psychologiquement, vous êtes déjà abattu. Oui. Et s'il faut en plus autour de vous, quand vous juge, quand vous condamne et tout, ça rend la chose très difficile pour vous. Donc que les gens, votre environnement immédiat, votre famille, vos amis, qui comprennent et qui vous accompagnent sans vous juger. Vous savez, donc c'est vraiment important. Moi, je dis que c'est important. Pour moi, ça a été important. J'ai eu le soutien de ma belle famille. Je vais même mettre ma famille de côté. Ils sont à moi, c'est acquis. Oui. Mais ma belle famille... Ça, c'est quand même une particularité, surtout en Afrique. Exactement. Mais ma belle famille m'a accompagnée en tout. Ils m'ont soutenue, ils m'ont rendu visite, ils ont vu les enfants, ils se sont relayés. Quand on est parti de Kinshasa, nous sommes partis en catastrophe. Dans l'avion, les enfants devaient mettre ils ont voyagé avec des bonbonnes. Zoé, c'était un petit bout qui a voyagé sur ma poitrine. Il avait à peine, peut-être à peine quelques un mois. Oui. Donc, arriver là-bas, c'était une autre vie. Il fallait s'adapter. Ma belle famille s'est vraiment déployée pour que nous soyons bien, quoi. Et donc, toutes ces années, ils ont appelé, ils n'ont jamais laissé passer un temps où, je n'ai jamais ressenti en eux un jugement. Ou un relâchement. Un relâchement. Ma belle-mère, c'est une femme merveilleuse. À tous les anniversaires de mes enfants, elle était présente, elle appelle. C'est surtout les encouragements. Il ne faut pas lâcher, c'est pas grave, ce sont tes enfants. Dieu sait pourquoi il t'a donné ces enfants-là. Ça aussi, ça vous a donné la force. Ça m'a donné la force. Et donc, c'est pour ça que je peux dire que c'est important d'avoir ce soutien-là autour de soi. Et surtout que c'est la femme qui a tendance à plus prendre sur elle que l'homme. Généralement, avec des cas comme ça, les hommes, il y en a qui ont quitté le foyer, qui sont allés prendre d'autres femmes, ou alors leur famille les encourage à épouser une autre femme parce que celle-là te donne des enfants malades, alors que c'est nous deux qui avons un problème. Oui. Donc généralement, la femme prend sur elle, elle se retrouve avec des enfants malades sur les bras, et elle est obligée d'avancer avec ça. Donc c'est important d'être entourée, d'être soutenue. Alors, l'une des raisons qui vous a amené à Kinshasa, c'est justement cette soirée de gala que vous organisez et d'autres activités pour sensibiliser, non seulement sensibiliser, mais aussi apporter, dans la mesure de vos moyens, ce que vous pouvez à ces familles touchées par cette maladie, n'est-ce pas? Exactement. Donc, nous organisons une conférence. La Fondation Les Frères de Zoé organise d'abord une conférence pour justement... permettre aux familles qui sont touchées ou bien aux parents de venir poser des questions. Il y aura des médecins, il y aura des autorités qui viennent. Il y a beaucoup de familles. Hein. Non, c'est incroyable. C'est des réseaux, ils sont vraiment organisés. C'est des communautés, des réseaux et tout. Je suis vraiment impressionnée par cette organisation. Je suis vraiment impressionnée. Donc, c'est une plateforme qui a été mise à leur disposition, que nous mettons à leur disposition pour venir donner leurs préoccupations.
pour venir poser des questions aux médecins. C'est pour eux. Et après ça, le 17, il y aura une soirée de gala en faveur de l'enfant drépanocytaire. Comme justement on le disait, j'ai eu l'impression que l'enfant drépanocytaire, c'est un enfant délaissé. Pour s'engager dans la lutte contre la drépanocytose, généralement, je vois que les gens ils doivent être touchés de manière particulière pour pouvoir, alors que sous d'autres cieux, les gens s'engagent sans pour autant être affectés parce qu'ils veulent juste aider. Donc, nous allons collecter des fonds pour pouvoir aider les enfants drépanocytaires, pour leur offrir un centre de réhabilitation. Ceux qui sont touchés par des maladies neurologiques. Voilà. Okay. Pour leur offrir ça déjà. Et puis après, on verra la suite, comment le Seigneur va... Et ça va se passer où? Il y a des gens peut-être qui veulent faire des dons, et venir vers vous. Ça se passera le 17 décembre de 19h à 22h au Sultani Hotel. OK. Voilà, nous serons là-bas. Et après ça, qu'est-ce que vous entrevoyez en fait dans les jours à venir par rapport à la fondation? Jusqu'où vous poussez en fait votre aide? OK. Nous voulons déjà prendre en charge des enfants dans les centres de santé qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. On va déjà commencer par ça. Il y a des centres qui offrent des soins qui sont quand même considérables. C'est quand même, j'ai visité par exemple Mabanga. Mabanga il y a longtemps, mais cette fois-ci je suis allée au centre Moncolé. Oui, Moncolé aussi. Et je suis vraiment satisfaite parce que quand j'ai échangé avec les mamans qui étaient là avec leurs enfants, j'étais vraiment satisfaite. Ils disent la prise en charge a évolué. Ils ne font plus de crise, ils prennent les médicaments. Il y a des médicaments à acheter comme l'Hydrea qui les aident énormément. Il y a l'acide folique. Il y a les antibiotiques, la pénicilline qui doivent prendre de 0 à 5 ans. Donc, ne fût-ce que ça, répertorier peut-être un petit groupe d'enfants, commencer déjà par là. OK. Voilà. Et ça, c'est ce que vous allez faire dans les jours à venir. Mais j'aimerais quand même revenir sur l'état d'esprit de cette femme qui gère au quotidien ses enfants. De quoi devait-elle se munir principalement? De beaucoup de courage. De beaucoup de courage. J'aime bien, il y a une citation que j'ai lue qui disait, je vais dire ça comme ça littéralement, je ne savais pas ce que c'était le courage jusqu'à ce que je sois confrontée à ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Donc, c'est d'abord beaucoup de courage et puis, à un moment donné, beaucoup de sang-froid. Par exemple, moi, j'ai eu un de mes fils qui a fait comment on appelle ça, convulsion dans mes bras dans la voiture. Alors, il fallait tout de suite trouver une solution, sinon ça allait s'empirer. Et voilà que je prends vite mon téléphone, j'appelle le médecin, je dis « Docteur, je suis à tel endroit, voilà ce qui se passe ». Il me dit « Entrez vite dans la pharmacie, demandez tel produit et tout ». Je rentre dans la pharmacie, je demande tel produit, on me dit « On ne peut pas vous donner sans prescription ». Je leur donne le docteur au téléphone, il échange, il leur donne son numéro d'enregistrement et tout. Il me donne le produit et il fallait l'appliquer sur mon fils selon les instructions, les instructions du médecin au téléphone. C'était quoi, une injection qu'il fallait donner ou non, pas une injection, administrée par derrière et puis voilà. Mais il faut avoir le sang-froid. Il faut avoir le sang-froid pour le faire. Et je me rappelle, mon chauffeur était en larmes. Mais il fallait avoir le sang-froid pour le faire, je l'ai fait. Il fallait avoir le courage. Le courage et le sang-froid. Et puis, juste pour lui donner le temps de relâcher les muscles et arriver jusque chez le médecin. À l'époque où il y avait les constructions des routes par les Chinois, on pouvait passer des heures et des heures dans les embouteillages. Et Dieu a permis qu'on puisse arriver et on a pris en charge tout de suite. Donc, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid. Et généralement, ce sont les mamans. Les hommes, ils ont tendance à se retirer un peu parce qu'ils n'arrivent pas à affronter ça. Oui, ils n'ont pas le courage d'affronter. Exactement. Donc, c'est tout simplement beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid et beaucoup de foi. Voilà. Là, vous parlez en tant que maman pasteur. En tant que maman pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, chrétienne, née de nouveau pratiquante, et je sais j'ai eu une expérience avec Dieu et donc il fait partie de mon quotidien, dans mon combat avec mes enfants tous les jours. Vous êtes fière de ce que les frères des Zoé sont devenus aujourd'hui? Vous êtes fière de les avoir accompagnés jusqu'à ce qu'ils reprennent de leur force? Moi, j'ai vu les photos. C'est difficile de reconnaître qu'ils ont eu des problèmes en les regardant.
Qu'est-ce que vous ressentez en fait après ce cheminement, je crois, de 16 ans, 14 ans, c'est ça? Oui, David a 16 ans. 16 ans et demi, il aura 17 ans en février, Samuel vient d'avoir 15 ans. Oui. Je suis reconnaissante. Je ne dirais pas fière parce que c'est une grâce. Je suis tout simplement reconnaissante à la fidélité de Dieu. On a beau dire tout ce qu'on peut, mais si ce n'était pas avec l'aide de notre Dieu, je ne serais pas arrivée où je suis. Je suis reconnaissante d'être dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Je suis reconnaissante d'avoir eu la santé parce qu'entre-temps, vous pouvez craquer. Lâcher. Exactement. Donc, ce n'est pas arrivé. Le Seigneur m'a donné la force et la bonne santé pour pouvoir m'occuper des enfants qu'il m'a donnés. Donc, je suis tout simplement reconnaissante. Humblement, je suis reconnaissante. Et vous leur souhaitez longue vie, et bien évidemment. Évidemment, ils ont des grands projets, ils veulent devenir je ne sais pas qui, donc par la grâce de Dieu, on va y arriver. L'émission est presque finie, je crois, en quelques minutes. Est-ce que vous avez un mot particulier à adresser à ces mamans qui ont des enfants drépanocytaires, au gouvernement congolais, parce qu'il y a aussi une grande part des responsabilités de leur côté et aux Congolais de manière générale? Oui, donc... Je parle trop des mamans, mais quand même, il faut parler au couple. Hein. Oui, au couple, mais il faut encourager la femme. Parce que, comme je dis, la maman prend beaucoup sur elle. La maman, elle va abandonner sa carrière. Moi, j'ai tout laissé derrière moi. Oui, vous êtes juriste de formation, mais vous n'avez pas exercé. Non, j'ai tout laissé tomber pour m'occuper de mes enfants. Et c'est très gratifiant aujourd'hui de les voir comme ils sont, heureusement. Mais il faut encourager la maman, ne vous découragez pas. Ce sont vos enfants, si vous ne vous levez pas, personne d'autre ne se levera pour eux. Donc continuez à vous battre. Même dans ces conditions-ci, je crois que si vous posez des questions à vos médecins, ils peuvent vous dire, voilà, par exemple, il faut leur donner beaucoup d'eau, continuez à veiller sur ces petites choses-là. Et c'est des enfants qui grandissent. On ne meurt plus de la drépanocytose de nos jours, à moins qu'il y ait vraiment négligence. Donc la maman ne doit pas se décourager. C'est des choses qui arrivent. On ne va pas les condamner, c'est arrivé. C'était un choix fait à deux. Il faut l'assumer, mais que la maman reste debout particulièrement. Alors aux autorités congolaises, je suis consciente comment on appelle ? Je suis consciente des défis qu'ils ont. Parce que, comme je dis toujours, au Congo, tout est à faire et à refaire. Oui, tout est prioritaire. Exactement, tout est prioritaire. On ne peut pas prendre que la santé prioritaire parce que quand vous regardez la santé, l'éducation est prioritaire, l'énergie est prioritaire. Donc, il faut quand même qu'ils arrivent, qu'ils se battent aussi, qu'ils arrivent à mettre sur pied des structures qui puissent aider que les enfants, où les enfants peuvent aller se faire soigner calmement parce que quand même, dans d'autres pays, la santé, quand vous allez chez un médecin qui vous donne un médicament et ça marche, et vous pouvez vivre comme ça toute une vie, vous dépendez d'un médicament ou bien parce que vous êtes pris en charge dans les bonnes conditions, que notre État arrive à nous offrir des structures de santé comme cela pour pouvoir aider nos enfants. Et la troisième question, c'était par rapport aux Congolais. Oui, les Congolais doivent... changer de mentalité, leur manière de voir les choses. Ils jugent trop. Je trouve qu'on juge trop. Oui, mais pourquoi elle a fait ça? Oui, elle savait, mais pourquoi elle s'est engagée? Oui. Non, il faut avoir un cœur de compassion envers les autres. Si la personne se retrouve déjà dans cette situation-là, elle n'a pas besoin de vos jugements, elle a besoin de votre appui, de votre support. Donc si on arrive à changer cette mentalité-là au Congo, je crois que dans tous les domaines, on va vraiment évoluer. Et aussi encourager les examens avant de se marier ou d'avoir des enfants. Exactement. Il faut se faire dépister. Et quand vous êtes incompatible, ne vous mariez pas. Voilà, ça c'est aussi ce que nous recommandons à nos églises. Merci Madame Massy d'avoir répondu à nos questions. Ça sera un réel plaisir de vous revoir prochainement sur ce plateau, évidemment avec des projets qui concernent la prise en charge des enfants drépanocytaires ici en République démocratique du Congo. Je rappelle que la soirée des galas, c'est le 17 décembre ici à Kinshasa, à Sultani. N'hésitez pas de poser. Oui, aussi de poser un geste des cœurs pour ces enfants. Moi, je les ai vus à plusieurs reprises. Parfois, ça fend les cœurs et on ne sait même plus, on est tétanisé parce qu'on s'est dit que c'est juste par manque des moyens que cette personne ne sait pas être en bonne santé. Alors, on vous souhaite aussi bonne chance. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté. Merci, chers téléspectateurs. À très bientôt.